Bonjour à tous, bonjour aux internautes et à mes collègues qui sont, je sais, devant leurs ordinateurs. Merci donc aux organisateurs de me permettre d'aborder cette question des mineurs que je vois depuis hier grandir, grossir, tout le monde en parle. Même Michel Reynaud d'emblée a posé les moins de 18 ans comme la cible prioritaire. Alors je suis sur Bordeaux, je travaille dans un hôpital, mais je ne vais pas beaucoup parler de malades ni de patients. Je suis sur un public mineur, donc je vais parler des usagers. Certains, malheureusement, mais peu souffrent de certaines pathologies. On va voir tout à l'heure, en fonction des vulnérabilités. Et donc, la question, c'est pas ma question, c'est la question que j'ai à traiter ce matin, c'est quels outils de réduction des risques et des dommages sont adaptés pour intervenir précocement, dès les premiers usages, auprès des jeunes usagers, en particulier les mineurs. Alors, je ne vais pas revenir sur les données épidémiologiques, les approches psychodéveloppementales et sociologiques des prises de risques à l'adolescence, les données somatiques et neurobiologiques liées à la diversité des usages et des modalités de consommation, les données sociétales sur le consumérisme actuel. Néanmoins, mes propositions s'appuieront sur toutes ces données. Alors je vais tenter, puisque nous sommes sur des préoccupations de réduction des risques, d'être pragmatique et surtout de respecter le temps qui m'est imparti. Alors, désolé, je ne vais pas beaucoup lever la tête, mais en 15 minutes, il faut que ce soit concis, et vu toutes les attentes qu'il y a sur le public jeune, je vais essayer de respecter le fil conducteur. Alors, des constats, on le voit depuis 2 jours, et on le voit aussi dans la littérature, des âges charnières, le passage de la 4e à la 3e, l'entrée en 6e, le passage à la seconde, dans la seconde. Les événements propices, on le voit, les premiers festivals, les concerts, l'adolescence, c'est un moment propice. Et il va s'agir d'intervenir dans la trajectoire au moment où les risques sont pris, et même avant, afin qu'ils en prennent moins, mais aussi après. Les adolescents ne demandent pas spontanément d'aide, c'est leur particularité et c'est notre complexité, même les plus en difficulté. Les familles ne savent généralement pas où s'adresser, ça c'est ce qui est dit dans les derniers rapports de l'OFDT. Les professionnels en contact avec les jeunes sont tous concernés par les usages et les comportements, et on le sait, on le voit, ils en accusent diversement réception. Et ça, parfois, c'est un problème. Tout ceci sur fond de société addictogène, on l'a un peu abordé, on l'abordera un peu plus cet après-midi. Cette société qui est très incitatrice n'aide ni les jeunes, ni les familles, ni les professionnels dans des repères éducatifs incertains, par des messages brouillés, dans un marketing incisif. Tout à l'heure, Pierre Chapard a parlé des objets de consommation comme les autres, et c'est bien ça dont il s'agit. Selon l'expertise INSERM de 2014 sur les consommations des jeunes, les interventions et les actions sont d'autant plus efficaces qu'elles s'inscrivent dans un cadre nouveau. Multi-interventionnel, différents moyens, différents acteurs, et multisystémique qui considère l'appartenance du jeune à des systèmes sociaux et institutionnels divers. Les systèmes sociaux, bien entendu, comportant ce dont Pierre Chapard a parlé ce matin, tous les échanges sur Internet. Alors, il faut bien suivre les deux en même temps. Voilà. Donc, en synthèse, il va s'agir d'aller vers les jeunes et les institutions qui les accueillent, mais aller vers les jeunes, c'est pas sûr qu'ils nous attendent. Donc, évidemment, aller vers les jeunes, on va devoir réfléchir à comment on va vers eux, parce que c'est bien beau de dire aller vers les jeunes, mais voilà, ils ne nous attendent pas forcément dans leurs espaces. Impliquer les familles, s'organiser à l'échelle d'un territoire. J'introduis le mot de territoire, même si Pierre Chapard a eu du mal à le dire. Moi, je fais territoire, mais ce n'est pas l'interterritorialisation. Pour ne pas seulement envoyer des messages d'alerte sur les dangers des drogues et vouloir les éradiquer, mais aller au plus près des jeunes, en situation de vulnérabilité, liés à l'environnement et des vulnérabilités psychiques, pour les aider à la gérer et à réduire les risques qu'ils prennent. Donc, s'organiser, s'entendre sur les intentions. La question des intentions est fondamentale quand il s'agit de s'adresser à des publics, quels qu'ils soient, mais là, c'est les jeunes. Sur les intentions de prévenir et de réduire les risques avec les usagers, les associations, les professionnels de l'éducation, de la prévention, du soin, du social, de la répression. Alors, on dit s'organiser, on dit s'entendre, des verbes d'action, mais qui est sujet de ça? Qui dit « je vais organiser »
je vais m'entendre avec qui pour pouvoir faire ce genre de choses, que l'on sait être celle qu'il faut faire, hein. Là, j'annonce un petit peu une stratégie qui va être nécessaire. Pierre a parlé aussi c'est son collègue, de stratégie de recherche et de développement. On voit bien que, étant donné... Alors, je dirais, quand j'ai dû préparer ce travail, je me suis dit, mais comment ça se fait ? On a tout, on a déjà tout. On a des données épidémiologiques, scientifiques, on a des rapports, des expertises sur les publics, sur la RDR, sur la prévention. On a des manuels sur les pratiques professionnelles, sur les dispositifs. L'éducation nationale a un manuel sur les addictions. Les animateurs ont des manuels qui sont tous très bien faits, qui sont tous... je les ai tous lus pour faire cette intervention. donc je vois qu'ils sont bien faits, qu'ils ont nécessité tout un tas d'expertises, et il faut encore des experts pour... Et je me dis que donc, ce qu'il manque dans tout ça, c'est aussi une stratégie, quelque chose qui va pouvoir nous donner un espace et au moins une concertation possible. Donc, voilà, je savais que j'allais en rater une. Et donc, c'est pour ça que je fais le choix de parler ce matin de l'intervention précoce, qui est une stratégie d'intervention efficace pour limiter les risques, déjà expérimentée et évaluée, notamment au Canada et en Suisse, dans la prévention chez les jeunes. Une stratégie qui a aussi fait ses preuves dans d'autres champs, notamment en santé mentale, pour diminuer les dommages de certaines pathologies. Cette stratégie est déployée depuis 2 ans en France, avec l'appui des pouvoirs publics. Elle mobilise des acteurs de premier recours et les professionnels spécialisés. Les régions ont toutes participé à une formation importante des acteurs des consultations jeunes consommateurs à cette stratégie. Et elle permet, et ça c'est fondamental quand on s'occupe des mineurs, des autres aussi, mais particulièrement des mineurs, de prendre en compte les facteurs de risque principaux, la précocité de l'usage, la vulnérabilité, les conduites d'excès et la perte des liens sociaux, tant on a vu que finalement, à l'âge adulte, il s'agissait aussi de ça, et qu'on regrette parfois que les personnes que l'on reçoit n'aient pas rencontré peut-être des adultes et des professionnels qui aient pu accuser réception un peu plus précocement. Et donc, évidemment, on est tous d'accord pour nous dire qu'on a besoin, dans tous les lieux qui accueillent les jeunes, des ambassadeurs qui vont pouvoir transmettre et certainement diffuser des messages de réduction des risques. Voilà l'intervention précoce. Finalement, elle est simple, elle est synthétique, elle est facile à comprendre. Il y a à peu près tout dedans, ce qui est important. Donc, vous voyez, c'est une base, évidemment, où il y a plus de monde, où il y a tous les professionnels, qui va être le rapport, la responsabilité un peu collective de la prise en compte de ces usages, parce qu'il ne faudrait pas non plus que cette société très, très stimulante sur les consommations et les usages ne fasse incomber la seule responsabilité qu'à celui qui en perd le contrôle. Donc, un collectif, alors, la deuxième, voilà. Cette première étape, donc la base de la pyramide, cette première étape nécessite une approche conjointe, bien sûr, de promotion de la santé dans une démarche communautaire. Donc on voit qu'elle permet tout ce qu'on voit depuis ce matin qui est important pour augmenter le pouvoir d'agir des jeunes, de la communauté adulte et des parents, afin de construire un contexte citoyen et professionnel bienveillant à l'égard de ceux qui rencontrent des difficultés. Alors évidemment, bienveillant ne veut pas dire qu'on promeut les consommations, mais il y a au moins une forme bienveillante qui est, je dirais, le début de la réduction des risques, le début du regard que l'on porte sur les usages. Donc évidemment, dans cette base, il y a toutes les personnes qui sont au contact des jeunes. Pour permettre et reconnaître les signes d'une situation de vulnérabilité chez les jeunes, puisque, on le sait, regarder les usages, c'est intéressant, mais il faut aussi donner des compétences pour repérer les plus en difficulté, ceux pour qui il va falloir faire intervenir d'autres professionnels pour une évaluation qui va invalider, confirmer une situation de vulnérabilité, afin de déterminer avec le jeune la forme d'intervention. Et ensuite, c'est la prise en charge, intervenir sur les facteurs de risque et de protection, améliorer l'autonomie en prenant en compte les ressources, déficits et environnement du jeune. Les éléments clés de l'intervention précoce, elle est globale et fédératrice, elle intègre les pratiques professionnelles jusque-là pensées et mises en œuvre de manière disparate.
Elle laisse libre choix de la méthode pour atteindre les objectifs de chaque étape. On a vu depuis 2 jours tout un tas d'outils, tout un tas de techniques qui vont permettre de répondre en termes de réduction des risques et de prévention. Là, je n'interviens pas sur la forme des choses, mais plutôt sur le fond des choses. Elle est subsidiaire, je crois, quand il s'agit des mineurs, des adolescents jeunes, et que l'on parle d'éducation et de prévention. Je pense que les professionnels de l'addictologie et du secteur spécialisé que nous sommes ne sont pas forcément les seuls à même d'intervenir sur ces questions-là. Il y a tout un tas d'autres acteurs, notamment les acteurs de l'éducation et les acteurs de la promotion de la santé, qui sont, eux, dont c'est le cœur de métier. Elle reconnaît des compétences des autres, des proches et surtout des jeunes. Et le travail des spécialistes de l'addiction va être pensé comme subsidiaire à ces formes de soutien, mais quand même nécessaire pour le regard que l'on va porter sur les usages. Elle invite à collaborer citoyens et l'ensemble des professionnels en contact avec les jeunes. Gros efforts de communication et de clarification. Elle est respectueuse et pragmatique. Au centre se trouve le jeune en situation de vulnérabilité. Elle répond en ce sens point par point aux recommandations de l'expertise INSERM 2014 sur les consommations des adolescents. Installer un langage commun, promouvoir des notions d'intervention précoce, déployer une culture en addictologie pour une cohérence des discours et des actions. Alors, déployer une culture, ça a été dit ce matin, c'est s'entendre sur les risques. Bien sûr, avec les adolescents, on sait bien que dans un premier temps, si les adolescents consomment, ils font aussi de la réduction des risques. Ils sont dans une logique de réduction des risques, puisqu'ils réduisent les risques, parfois, de la rencontre avec l'autre, de la rencontre avec un social qui ne leur laisse pas forcément de place, de la rencontre avec la différence des sexes, avec leur corps qui se transforme. Ils sont déjà dans une logique de réduction des risques. Alors, c'est d'autant plus important que l'on s'adresse à eux en logique de réduction des risques, parce que ça, c'est quelque chose qui vient en miroir de leur approche et de leur logique des prises de risques, et on a plus de chances d'être dans une alliance avec eux si on a ce message-là, plutôt que d'être sur qui sont parfois demandés. On voit bien que les familles en difficulté, elles attendent que l'on réprime, que l'on interdise, elles attendent que l'on soigne, et s'il y avait des médicaments pour tout, ça serait bien. Non, je crois qu'il faut travailler avec les familles pour leur dire, non, vous avez aussi des compétences, vous avez des capacités à reprendre la main, à reprendre le flambeau, et de ne pas attendre toujours que la contrainte ou l'éducation viennent d'ailleurs. Dégager des objectifs communs et partagés, tenant compte des différentes missions. Alors, 2 outils pour parvenir à tout ça. Pardon. 2 outils. Voilà, ça va aller. Une stratégie, donc l'intervention précoce, et une structure d'appui sur les territoires, les consultations jeunes consommateurs. On les a évoquées depuis 2 jours. Elles sont 400 en France. Elles sont un dispositif rattaché au XAPA, au centre de soins, qui sont les dispositifs des piliers et des pivots sur les territoires. Donc, ces consultations jeunes consommateurs. La campagne de l'INPES, il existe un endroit pour en parler et faire le point. Donc, il existe un endroit pour parler et faire le point. Et c'est important qu'il existe des endroits, des lieux, des espaces où on puisse parler, mais on puisse parler du tout de l'expérience. C'est-à-dire qu'il est important que des espaces, parce que c'est ce que je dis parfois, il me semble peut-être les plus détendus pour entendre et on est plus détendu que les forces de l'ordre, que les familles, que les professionnels qui sont en charge de l'éducation au quotidien. Et il est nécessaire qu'à un moment donné, il y ait un espace où le tout de l'expérience puisse être abordé. Donc, 4 propositions. Ah, mais j'ai pas raté. Référer chaque centre de soins à un territoire d'action, c'est sa mission, mais à lui d'articuler sur le territoire avec les dispositifs spécialisés de son secteur, les CARUD, les hôpitaux, les ELSA, les urgences, la pédiatrie, parce que les jeunes, quand ils vivent, les espaces sont pour eux. Ils font la fête, ils vont aux urgences, ils sont dans leur famille, ils sont dans les quartiers, ils bougent. Et si on ne se parle pas sur un territoire, si on n'essaie pas de construire et d'articuler un petit peu les choses, les modalités que l'on leur propose, eh bien, on risque de retarder le repérage et passer à côté de ce que l'on veut faire. Et bien sûr aussi avec les autres dispositifs. Les doter tous d'une consultation jeunes consommateurs et des moyens attenants, amplifier et renouveler les formations des acteurs, faciliter l'évaluation en termes de réduction des risques et des dommages des actions menées. Donc un territoire, une mission, des acteurs, une évaluation en termes de réduction des risques. Alors, il y en avait une autre plus longue, c'était au choix. Si j'avais dépassé le temps, je ne la mettais pas, donc je ne la mets pas. Mais elle existe. Si je n'avais pas dépassé le temps, je la mettais. Voilà, je ne savais pas trop. Alors, évidemment,
voilà, je vais encore faire, où elle est Estelle Lavie de l'HAS, je vais te proposer encore une audition publique sur la prévention des jeunes et sur comme ça, le multisecteur et le multisystème. Hein, ça, je crois que c'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez ce que Madame de Sévigné disait à sa fille en lui envoyant une lettre. Je t'ai écrit une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps de t'en écrire une courte. Voilà. Merci d'avoir respecté le temps sur un propos aussi clair. Donc la parole est à la salle et à la commission d'audition en priorité. Et oui, allez-y. Merci pour cette intervention que j'ai trouvée vraiment intéressante. J'avais 2 questions. L'une, c'était que vous avez dit que les stratégies d'intervention précoce étaient en place en France depuis 2 ans. Donc si vous pouviez développer un petit peu sur ça. Alors, et aussi l'articulation entre prévention et réduction des risques aussi. Est-ce que vous... Enfin, c'est tout mon exposé. Oui, mais... D'accord. Pour la première question, les pouvoirs publics soutiennent et financent un projet autour des jeunes consommateurs dans une logique à la fois de dispositif et à la fois de formation des professionnels et de déploiement de pratiques professionnelles dans les consultations jeunes consommateurs, dont l'intervention précoce, puisque par décret, dans le décret des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, il est mentionné que une façon d'accéder aux jeunes consommateurs, ce sont les consultations jeunes consommateurs et aussi l'intervention précoce. L'intervention précoce étant le fait d'aller vers, justement, d'aller vers ces publics, puisqu'ils ne viennent pas, et donc là ça rejoint votre deuxième question, aller vers les publics, c'est un fondement de la réduction des risques. Et puis, dans ces consultations, un accueil inconditionnel, là où ils en sont. Et puis, avec aussi des approches et des propos et un transfert de compétences auprès des professionnels, d'une majorité de professionnels, pour qu'ils puissent, dans un premier temps, regarder ces usages, les accueillir et intervenir je dirais, dans une cohérence qui intègre de nombreuses données, les professionnels et les familles. Je crois qu'ils ont tous besoin de repères. On a des données qui sont très intéressantes sur la réalité des produits, la réalité des usages, la réalité des dommages, la réalité des vulnérabilités. Je pense qu'il faut les partager avec les familles pour qu'elles puissent reprendre avec des arguments logiques, vraies, basées sur des données réalistes, qu'elles puissent reprendre un petit peu leur potentialité pédagogique et éducative, pédagogique pour les éducateurs et puis éducative aussi pour les familles qui ont besoin de repères. On parle beaucoup de repérage chez les jeunes, mais il faut aussi donner des repères aux jeunes, aux familles et aux professionnels. Monsieur ? Merci, Étienne Caméraire. Donc, moi, je suis addictologue en libéral à Mulhouse et j'ai une pratique de thérapie familiale systémique. Et je vous remercie de parler des familles parce que c'est quasiment la première fois qu'on en parle depuis 1 jour et demi. Et c'est très important. Alors, moi, j'ai l'expérience que accueillir les parents et de pouvoir parler avec eux de leurs difficultés et leur donner les clés pour amener les adolescents dans des conditions acceptables en consultation, où ils viennent en position d'acteur et pas en position d'être désignés comme... voilà. C'est extrêmement important et c'est un tremplin formidable pour qu'ensuite ils puissent bénéficier d'une écoute appropriée. Alors, dans ce que vous proposez, quelle est justement la place de la formation des équipes et des intervenants à l'accueil ad hoc des parents? Merci. Courtement. Oui, là aussi, on a le secteur et puis l'approche des addictions est aussi dans un changement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'approches individuelles jusqu'à une dizaine d'années, quinzaine d'années. On est plus sur des stratégies maintenant d'approche de groupe, d'approche des familles. Et en principe, dans le guide des consultations jeunes consommateurs, il y a une partie entière sur l'accueil des familles, familles seules, familles, donc les équipes
sont globalement formés à cette approche et proposent des entretiens, soit des groupes familiaux, soit des programmes d'accompagnement des familles, notamment pour travailler sur les compétences parentales, mais qui pourraient et qui peuvent commencer un peu plus précocement avant les usages, parce qu'on voit bien que la question des consommations et puis de cette attirance pour les effets et pour l'immédiateté, elle est bien antérieure à la rencontre avec les produits. Il y a aussi un conditionnement. Je compare souvent, c'est une génération aussi du haut débit, c'est-à-dire la DSL, le haut débit a provoqué une appétence pour l'immédiateté et on voit que les addictions aussi, certaines addictions à l'informatique peuvent arriver. C'est cette immédiateté et le haut débit, ils connaissent les adolescents, enfin, dans la massivité de leur consommation. Oui, bonjour. Je m'interroge, alors je ne sais pas, du coup je vous transmets la question, mais elle peut aussi s'adresser à d'autres. On a hier vu que le fait que le marché soit régulé ou ne soit pas régulé avait une importance sur les dommages et la réalité des dommages. On a vu la fenêtre de vulnérabilité chez les jeunes pour des raisons liées au développement du cerveau, pour faire court. On a évoqué la nécessité d'avoir des réglementations qui soient protectrices des jeunes. En tant que clinicien, dans un contexte où on a Internet, comme on en a parlé ce matin, avec une déréglementation totale sur Internet et avec des stratégies extrêmement construites de la part des offreurs de services divers et variés, quel est votre point de vue sur des stratégies réglementaires, éventuellement spécifiques, sur les jeunes ? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas actuellement, on n'est pas aidé. Enfin, on n'est vraiment pas aidé, pour être clair, dans les messages qu'on propose et même dans les schémas pédagogiques et éducatifs que l'on propose. Donc, mais qu'est-ce qui aiderait ? Que les données que l'on a, qui sont des données sur le développement du cerveau, qui sont des données sur l'éducation, soient à l'œuvre. Enfin, je pense que quand on donne des repères d'âge, des repères développementaux, on voit bien qu'il y a des 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, les entrées en 6e, les entrées à l'école primaire sont des grandes étapes du développement, et que donc on doit soutenir les familles, on doit aussi soutenir les constructeurs, les fabricants, enfin tous ceux qui proposent ces produits, on doit aussi leur proposer les politiques publiques, je pense, doivent peut-être se reposer beaucoup plus sur toutes ces données scientifiques, qui sont des données psychodéveloppementales, des données pharmacologiques, des données neuropharmacologiques, pour imposer, je pense, des solutions et travailler avec pour réguler, pour donner des cadres éducatifs. Après, la question du cadre légal sera abordée cet après-midi. Alors là, il nous reste exactement 2 minutes avant d'aller déjeuner. Donc, il y a des questions de la commission d'audition qui est prioritaire. Si vous pouvez les formuler de manière extrêmement concise, et peut-être un mot du web pour laisser une dernière intervention à notre expert. Oui, professeur. Je me demandais, est-ce que l'ouverture récente, il y a quelques jours, de salles pour fumer dans les écoles, n'envoie pas un message brouillé, sans prévention éducative ? C'est-à-dire, au fond, pour la paix scolaire, est-ce qu'on n'est pas en situation de réduction des risques complètement absente, alors qu'on aurait pu profiter de cette réflexion pour faire une prévention éducative? Oui, mais vous savez... On va prendre toutes les questions. Monsieur, moi, une question. Une par une. Après, j'oublie. Je vous les indiquerai. Ah, d'accord. Une question en 2 mots. Pourquoi les jeunes sont consommateurs et les adultes usagers? D'accord. Et j'ai dit... Ça, c'est la déformation. Je travaille dans une consultation jeunes consommateurs, donc voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison que ce sont des termes et les signifiants sont importants. Et le web. Alors, le web s'interroge surtout sur le milieu scolaire, dont il trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Écoutez, s'il vous plaît, encore 1 minute ou 2 d'attention, et puis nous irons déjeuner. Donc, pas mal de questions sur le web concernant le milieu scolaire, dont il trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Donc, ça tourne autour de la prévention en milieu scolaire. Pourquoi n'y a-t-il pas un vrai enseignement de la prévention de la petite enfance ? Quid de la place des personnels de santé de l'éducation nationale et aussi de leur formation pour mettre en place de telles actions de prévention. Donc il y a 2 questions là qui se rejoignent. Oui. Une concrète
du professeur Sicard sur la question de la fumée à l'intérieur des lycées ça, et une autre sur Ouais. la question scolaire en général. D'accord. Vous Une savez réponse. bien que c'est pour réduire d'autres risques qu'ils ont ouvert des salles pour fumer dans les établissements scolaires. C'est pour pas que les élèves soient dehors. Et donc on voit bien que la question des risques et de S'il vous la plaît. façon dont on se représente les risques, parfois pour diminuer certains risques, on en prend d'autres. Donc non, les messages sont... On peut pas continuer à brouiller des messages comme ça. Ou alors, si on le fait, il faut en dire quelque chose. Enfin, je pense que les adolescents, les jeunes, ils sont tout à fait capables de discernement. Il faut aussi compter sur leur discernement, sur ce qu'on peut leur dire, sur la différenciation qu'ils peuvent faire entre un message répressif, éducatif, familial, professionnel, et puis des contraintes parfois d'une époque, de la réalité, pour expliquer. Si on explique, mais bien sûr, mais on baigne dans des messages qui sont brouillés. On baigne dans des substances qui sont... il y en a des interdites, il y en a des interdites autorisées, pas interdites encore, il y en a des légales qu'on a... Enfin, Et d'une manière plus globale, le rôle de l'école ? Alors le rôle de l'école, il est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'espace où sont les mineurs. Et vous avez, j'ai pas eu le temps mais l'intervention précoce, elle s'est pensée vraiment avec eux. Enfin, l'intervention précoce, c'est pensée avec l'éducation nationale, pas que, et avec les ressources en interne de l'éducation nationale. Bien sûr, les professionnels de l'éducation nationale. Je ne vais pas revenir sur les médecins généralistes ou sur les infirmières, parce que je trouve que hier, ils ont quand même payé cher déjà. Donc, ils sont encombrés. Je pense qu'on a des personnes qui sont encombrées, en désarroi. Et c'est pour ça qu'il faut des espaces où on puisse... Parce que c'est bien beau d'ouvrir des espaces de parole pour les adolescents, mais je pense, et Philippe Jamet le disait, le problème des adolescents, ce sont les adultes. Et que peut-être, avant de vouloir écouter les adolescents, il faut s'entendre entre adultes pour pouvoir partager une forme de culture qui va leur donner des messages clairs et des possibilités, et qui va aussi leur donner un petit peu plus de clarté de nos intentions. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on leur veut, quoi ? Souvent, c'est comme ça qu'ils nous reçoivent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous voulez ? Et c'est vrai, après tout, qu'est-ce qu'on leur veut ? Et je crois que c'est ça qu'on a à vraiment à communiquer sur pourquoi on est là, qui on est et qu'est-ce qu'on veut, quoi. Merci et beaucoup. Qu'est-ce qu'ils veulent eux aussi. D'accord, on va s'arrêter là. On a donc 58 minutes pour déjeuner et revenir pour aborder la question des conditions nécessaires au développement de la réduction des risques et des dommages. Merci à tous, merci aux gens qui nous suivent sur le web.